Bienvenue dans le podcast des profs heureux, un projet qui me tient à cœur depuis vraiment plusieurs mois, je dirais même années. Et donc c'était important pour moi de commencer ce podcast par un sujet qui est hyper important et qui est à la base de beaucoup de problèmes d'enseignants, le syndrome du bon élève. La première question que tu peux te poser sur le syndrome du bon élève, c'est mais est-ce que ça me concerne? Est-ce que Marie-Camille est en train de parler de moi? Eh ben, je vais te décrire un petit peu à quoi ça ressemble quand on est atteint, si tu veux, du syndrome du bon élève et tu pourras me dire si tu te retrouves ou pas. Déjà, ça peut être que par exemple, tu te retrouves débordé. Il y a plein de choses à faire, tu n'as pas le temps de tout faire, on te demande trop, on ne te donne pas assez et du coup, tu es débordé en permanence. Tu peux aussi avoir l'impression de ne jamais faire les choses assez bien, toujours avoir l'impression que c'est moins bien que ce que tu voudrais faire, être pas fier de ce que tu fais et que c'est jamais assez. Tu as l'impression que tu débordes, même si tu es débordé, en fait tu ne fais jamais assez, c'est jamais suffisant ce que tu fais. Tu peux aussi te sentir désaligné. Désaligné, c'est quoi? C'est quand en fait tu trouves une perte de sens dans ton métier, c'est-à-dire que tu te dis mais pourquoi est-ce que je me lève le matin en fait? Le métier que j'ai choisi enseignante, en fait, ça ne correspond pas à ce que je fais tous les jours. Ce que j'ai choisi, le métier que j'ai choisi, ça ne correspond pas au métier que je fais tous les jours. Je me lève pour mettre des notes, mettre des cols, alimenter tout un système. Et moi, ce que je veux, c'est transmettre, c'est allumer des étoiles dans les yeux des enfants qui comprennent l'intérêt de ma matière, tout ça. Et donc, il y a ce désalignement qui peut créer une perte de sens. Ça aussi, c'est un symptôme du syndrome du bon élève. Et enfin, tu peux te retrouver, si tout ça monte, tu peux aller jusqu'à l'épuisement professionnel avec pourquoi pas même des arrêts de travail puisqu'en fait tu n'es plus capable de faire ton travail parce que tu es trop épuisé, voire même au burn-out où là tu n'es plus capable de faire ton travail pendant une durée longue, voire plus capable du tout, ce qui peut amener à une reconversion. Et une reconversion, c'est pénalisant pour tout le monde. Pour toi, alors sauf si c'est une reconversion voulue, mais là si on parle plutôt de reconversion subie, du coup c'est un peu dommage, enfin c'est beaucoup dommage pour toi et aussi pour tes élèves qui perdent ton expertise et toi en tant qu'enseignante et toutes ces étoiles que tu voulais allumer dans leurs yeux. Alors si c'est pas clair pour toi, en fait est-ce que je suis vraiment atteint ou atteinte du syndrome du bon élève? Je te laisse aller voir dans les notes de l'émission, il y a un quiz spécial. Où en es-tu par rapport à ton syndrome du bon élève? Et on va te poser des questions et tu pourras avoir un diagnostic un peu plus précis sur est-ce que vraiment c'est un problème pour toi ou pas, ce syndrome du bon élève. Mais c'est quoi en fait ce syndrome du bon élève? Ce syndrome du bon élève, c'est chercher à bien faire ce qu'on te demande. Et si là tu te dis, Marie-Camille, ça c'est pas un syndrome, c'est normal et c'est même plutôt bien, probablement c'est que tu es atteint de ce syndrome. Chercher, est-ce que tu cherches à bien faire ce qu'on te demande? Ce syndrome, je te l'ai dit, il pose plein de problèmes. Mais avant de voir tous les problèmes que ça pose, on va l'explorer un petit peu d'où il vient ce syndrome. Premièrement, il vient du style de parenting occidental, c'est-à-dire la façon dont nos parents nous ont élevés si on a été élevé dans une culture occidentale. D'accord? Le but dans une culture occidentale, c'est que l'enfant reste à sa place. Donc, on va demander aux enfants de bien faire ce qu'on leur demande. Est-ce que tu attends de tes enfants qu'ils fassent bien ce qu'on leur demande? Si oui, il y a de fortes chances qu'en tant qu'enfant, on s'attendait à ce que tu fasses bien ce qu'on te demande. Il est encore plus marqué chez les gens qui sont issus de familles dysfonctionnelles où l'amour parental était lié à justement cette capacité qu'avait l'enfant à bien faire ce qu'on lui demandait. Plus l'enfant faisait ce qu'on lui demandait, plus il se sentait aimé, ou alors inversement, s'il ne faisait pas ce qu'on lui demandait, il risquait de perdre l'amour parental, ce qui est impossible à vivre pour un enfant, et du coup, ça crée chez ces enfants qui deviennent adultes ce besoin fort et impérieux de bien faire ce qu'on me demande. D'accord ? Si on grandit de façon harmonieuse, il y a une opposition qui se fait à l'adolescence qui permet de sortir un petit peu de ce syndrome du bon élève, où à l'adolescence, les adolescents repèrent qu'en fait le but c'est pas de bien faire ce que les adultes nous demandent, mais plutôt de prendre sa vie en main et de faire ce qui est important pour nous. Mais suivant les parcours de vie, cette opposition n'a pas toujours été faite ou possible à l'adolescence. Donc à toi de voir, est-ce que tu as eu un moment pour faire cette opposition? Dernière chose, c'est plus marqué cette tendance à vraiment demander à ce qu'on fasse ce que l'on demande aux enfants est plus marqué chez l'éducation des filles. Donc si tu as été éduquée comme une fille, petit red flag pour toi, probablement tu as été dans un contexte qui mène davantage au syndrome du bon élève. Ce syndrome, il ne vient pas uniquement du contexte parental, il vient aussi de l'école et beaucoup de l'école.
regarde la façon dont on parle aux élèves et la façon dont les enseignants nous parlaient quand nous, on était élèves. En fait, ce qu'on raconte comme histoire aux élèves, globalement en tant qu'institution scolaire, c'est que c'est important de bien faire ce que le prof demande. Parce que si l'élève fait bien ce que le prof demande, il va lui arriver des bonnes choses, il va avoir des bonnes notes, il va avoir un bon dossier, il va avoir des belles études, il va avoir une belle vie. Alors que s'il ne fait pas ce que le prof demande, il va avoir des cols, il va avoir des sanctions, il va avoir des commissions éducatives, ce genre de choses. On voit bien que l'école formate vraiment à avoir ce syndrome du bon élève, et c'est aussi pour ça que je l'appelle syndrome du bon élève, parce qu'il est beaucoup lié à la façon dont on a positionné les élèves dans l'école. Et ce qu'il faut que tu vois, c'est que si tu es enseignant ou enseignante, peut-être et probablement ce que tu as vécu toi en tant qu'élève, tu as continué plus tard, puisque c'est la même chose dans le monde universitaire, et c'est la même chose en tant qu'enseignant. Comme ce syndrome du bon élève est très infusé dans toute l'institution scolaire, si tu n'as jamais quitté l'institution scolaire, que tu n'es jamais allé voir d'autres endroits où ce syndrome n'existe pas, eh ben, tu n'as pas d'autre modèle. C'est le seul modèle que tu connais. On me demande des choses. Si je les fais bien, il m'arrive des bonnes choses. Si je les fais mal, il m'arrive des choses pas bien. Et donc, ça me fait penser à l'histoire des poissons. Il y a deux jeunes poissons qui se baladent et qui rencontrent un vieux poisson. Et le vieux poisson leur dit « Alors, est-ce que l'eau est bonne ?» Et les jeunes poissons, ils font ben, « Quelle eau ?» Parce qu'en fait, ils sont tellement dans cette eau tout le temps qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans de l'eau. Et c'est la même chose pour le syndrome du bon élève et cette façon que tu as été formaté à bien faire ce qu'on te demande. Si tu ne rencontres jamais autre chose, bah, tu ne peux jamais te rendre compte que tu es là-dedans. Et donc, c'est aussi pour ça que cet épisode de podcast, il est important pour moi pour faire conscience à tous les poissons qu'on est dans de l'eau et qu'on peut regarder cette eau et choisir là où on veut aller nager. D'accord ? On ne se rend pas compte qu'un autre modèle est possible. Et le but aujourd'hui, c'est vraiment de te montrer qu'un autre modèle est possible. Donc tout ça, tout ce que je viens de te raconter, ça construit cette croyance qui est ancrée chez beaucoup d'entre nous que notre vie va être mieux si on fait bien ce qu'on nous demande. Et donc, bah, naturellement, puisque notre but c'est quand même d'avoir une vie mieux, on va chercher à bien faire ce qu'on nous demande. Et donc, on retrouve ce syndrome du bon élève. Si je veux être un tout petit peu subversive dans ce premier épisode de podcast, je dirais que la société a intérêt à ce que tout le monde fasse bien ce qu'on lui demande. Et est-ce que ces personnes-là ont du pouvoir sur la société ? Mais ça, je te laisse répondre toute seule ou tout seul. C'est plus une piste d'ouverture. Ce qui est important à ce moment-là, c'est que tu te rendes compte que de la façon dont on a été éduqué et de la façon dont on est devenu élève dans le milieu scolaire, puis universitaire, puis scolaire, nous a construit cette croyance que si on fait bien ce qu'on nous demande, il va nous arriver des belles choses. Et donc, on est formaté pour essayer de bien faire ce qu'on nous demande. Sauf que, tu le vois bien, et je l'ai dit en intro, ça pose des problèmes. Le premier problème, c'est qu'en fait, si tu cherches bien à faire ce qu'on te demande, tu ne cherches pas à faire ce qui est important pour toi, mais tu cherches à faire ce qui plaît à une autre personne. Donc, c'est ce que j'appelle une boussole externe. La boussole interne, c'est quand tu fais ce qui est important pour toi. C'est toi qui possèdes ta boussole. Et là, c'est une boussole externe. Tu vas naviguer en fonction de ce que les gens te demandent de faire. Et donc, c'est une boussole externe. C'est les gens extérieurs qui vont décider de ton orientation. Le problème de la boussole externe, c'est que ça fait un problème d'alignement, puisque tes valeurs, elles sont internes. Et la seule façon d'être aligné avec ces valeurs, c'est d'avoir une boussole interne. Si tu fais ce que les gens te demandent, bah, tu es aligné avec la valeur des gens. Ah, les valeurs des gens ne sont pas forcément les tiennes. Autre façon de dire, personne n'est devenu prof pour tout bien faire ce que dit l'inspecteur. On ne se lève pas le matin en se disant « Chouette, aujourd'hui, je vais bien faire ce que me demande l'inspecteur, je vais pouvoir bien tout rentrer dans les cases, etc. » Tu vois bien que c'est vide de sens, que c'est assez asséchant. C'est pour ça que ce syndrome du bon élève mène à une perte de sens, à un désalignement. L'autre problème qui crée cet épuisement, etc., c'est que ce « on », bien faire ce que « on » me demande, bah, c'est qui ce « on » ? Par définition, ce « on », il est indéfini, on ne sait pas qui c'est, et il est aussi pluriel. Parce que ce « on », ça peut être le chef d'établissement, ça peut être les inspecteurs, ça peut être le ministre via les demandes officielles et les documents officiels. Ça peut être aussi les parents d'élèves, le nombre d'enseignants à qui ils demandent « mais pourquoi tu fais ça ?» Ils me disent « pour pas que les parents râlent ». Ben, sous-entendu, pour bien faire ce que les parents attendent de moi. On est dans un syndrome du bon élève où le prof a mis les parents dans ce « on ». Sauf que les parents, ils sont tous différents. Les chefs d'établissement, ils sont tous différents. Ils n'est pas forcément alignés avec ce que veut l'inspecteur. L'inspecteur, le ministre, le chef d'établissement, les parents, ils ne veulent pas tous la même chose. Donc, si tu fais ce « on »,
et que tu essayes juste de plaire à ce on en essayant de plaire à tout le monde, et ben tu vas dans une impasse. Et tu vas voir apparaître ce qu'on appelle des injonctions paradoxales. Les injonctions paradoxales, c'est quand on te demande quelque chose et son contraire. Donc, par définition, on ne peut pas les remplir. Exemple d'injonction paradoxale. L'institution te demande d'être bien dans les clous, de bien faire ce qui est demandé, mais on te demande aussi d'innover. La preuve, c'est écrit dans les clous qu'il faut innover. Donc tu vois qu'il y a une tension et en fait, ce n'est pas possible d'innover en étant bien dans les clous, par définition. Autre exemple d'injonction paradoxale, c'est qu'on te demande d'avoir une relation bienveillante avec les élèves, de faire attention à eux, etc. Mais on te demande d'avoir un cadre strict et rigoureux. Il faut que les élèves fassent bien ce qu'on leur demande. Et donc ça non plus, ce n'est pas possible. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre, etc. Et donc à essayer de répondre à ces injonctions qui sont à la fois multiples et paradoxales, ce n'est pas possible. Et si c'est notre but, ça mène forcément à l'épuisement. Troisième problème, si tu pars du principe que si je fais bien ce qu'on me demande, il va m'arriver des choses de bien, quelque part, tu supposes de façon implicite que ce on connaît mieux que toi ce qui est bon pour toi. D'accord? Et donc, quelque part, ce on a des meilleures idées que toi sur ce qui est bon pour toi. Et ça pose un problème parce que ce on, par définition, il ne connaît pas ton contexte. Ton contexte, c'est-à-dire tous tes élèves, ta matière, ce que tu as envie de faire, tes valeurs, etc. Il n'y a que toi qui le connais. C'est toi l'expert de ton contexte et tu es l'unique expert de ton contexte. Et donc, c'est pour ça que c'est important que la personne qui a connaissance du contexte, c'est la personne qui sait mieux que les autres ce qui est bien pour son contexte. Pensez qu'un mec qui est rue de Grenelle, ou une dame qui est rue de Grenelle avec complètement morceau, qui n'a jamais enseigné, a des idées qui sont plus pertinentes que les tiennes, qui est en classe avec les élèves, qui voit ce qui se passe, quelque part, quand tu te poses 2 minutes, tu te dis, ça n'a pas de sens, ça n'est pas logique. Et ça, c'est montré par la recherche, c'est-à-dire que ce qu'il faut voir, c'est que les on te font croire que ce qui est important pour qu'un système fonctionne, c'est que tout le monde fasse bien ce qu'on lui demande. Et ça, en fait, c'est complètement faux. Pour qu'un système fonctionne, ça dépend de la flexibilité des agents sur le terrain. Les agents sur le terrain, c'est toi l'enseignant, ou peut-être même le chef d'établissement. Si tu es chef d'établissement, puisque le syndrome du bon élève touche aussi les chefs d'établissement et les inspecteurs et tout le monde. Et ça, c'est important. Les systèmes fonctionnent grâce à la flexibilité des agents sur le terrain, des gens qui sont en relation directe avec le contexte. Exemple, ça c'est un exemple qui m'a marqué quand je m'intéresse à l'histoire, l'URSS. L'URSS, c'est vraiment le système qui marche de façon très hiérarchique. Chacun est censé faire ce qu'on lui demande, etc., avec des plans de planification sur 5 ans, de production industrielle, etc. Pourquoi l'URSS a duré aussi longtemps? C'est parce qu'en fait, sur le terrain, les agents ne respectaient pas les plans de planification. Et on se dit, s'ils ne respectaient pas les plans, ça va gêner le système. Et en fait, non. C'est parce que les agents du terrain adaptaient le plan aux spécificités du contexte et avaient cette flexibilité et se permettaient de dire, ils nous demandent de faire ça, mais en fait, ce n'est pas possible, donc on va plutôt faire ça comme ça, sans forcément en parler, parce qu'il n'y avait pas forcément le droit. C'est grâce à ça que le système a pu fonctionner aussi longtemps. Donc c'est important, tu es le seul expert de ton terrain et tu ne peux pas laisser cette expertise à un on, quel que soit ce on. Même si ce on, il enseigne depuis plus longtemps que toi, même s'il a une thèse, même s'il est au-dessus de toi hiérarchiquement, il ne connaît pas ton contexte par définition. Et donc la seule personne qui sait mieux que les autres ce qui est bien pour son contexte, c'est toi. Dernière chose et une plus importante, si tu dis dans ce syndrome du bon élève, il y a cet implicite que si je fais bien ce qu'on me demande, ça m'amènera des belles choses. D'accord? Or, ça, dans l'éducation nationale, c'est complètement faux. Moi, je te donne mon exemple personnel de comment j'ai fait pour sortir du syndrome du bon élève. C'était en 2015. Donc, moi, j'ai commencé à enseigner en 2004. Donc, ça faisait une dizaine d'années que j'enseignais. J'essayais des choses. J'avais des prix d'innovation. Je travaillais 50, 60 heures par semaine. J'étais déjà... non, je n'étais pas encore formatrice à l'époque. Mais j'avais envie qu'un inspecteur vienne me voir, etc. Au bout de 11 ans de carrière, aucun inspecteur n'était venu dans ma classe. Au bout de 5-6 ans, j'avais eu une chargée de mission qui m'a dit « oui, c'est bien ». Mais moi, je n'avais jamais vu d'inspecteur et je voulais qu'un inspecteur vienne voir
et me disent c'est bien ce que vous faites. J'étais vraiment dans cette position d'élève, je voulais que le prof vienne voir et me dise c'est bon quoi. J'avais besoin de cette validation extérieure. L'inspecteur arrive, il me dit mais c'est vraiment bien ce que vous faites, bravo, etc. Trop bien, mon syndrome du bon élève, il y a la bonne élève à l'intérieur, t'es là, il y a la première de la classe. Et du coup, il me donne ma bonne note. Est-ce que vous voulez participer à un groupe de travail académique? Mais bien sûr, on me donne une bonne note, je prends. Sauf que ça ne s'est pas passé exactement comme je l'imaginais. Ce groupe de travail académique, en fait, j'ai appris au fur et à mesure que, en fait, j'étais pas payée. C'était un groupe qui me demandait environ une centaine d'heures de travail sur l'année, donc non rémunéré. J'ai appris en fait que je n'étais même pas défrayée. Donc j'ai dû payer de ma poche pour avoir le droit de travailler plus. Et dans mon échelle de valeur, ça, c'est pas une belle chose qui m'est arrivée. Donc le fait de bien faire ce qu'on me demande m'a donné le droit d'être moins bien payée que les autres puisque je travaille plus pour le même salaire, même je dois payer pour avoir le droit de travailler. Pour moi, ce n'est pas une récompense dans mon système de valeurs, ça. Et en fait, ce qu'il faut voir dans l'éducation nationale, on ne récompense pas les gens qui font bien ce qu'on leur demande de façon qui n'est pas forcément, d'une façon qui n'est pas alignée à ta valeur. Si tes valeurs, c'est d'avoir plus de temps, plus d'argent, ça, tu ne vas pas forcément l'avoir en faisant bien ce qu'on te demande. D'accord ? Pour anecdote, quand j'ai dit aux inspecteurs du groupe de travail que, en fait, j'allais descendre ce groupe de travail de mes priorités, j'allais faire passer d'abord mes élèves, ma famille, ma formation et le groupe de travail non rémunéré après, ils m'ont dit « Madame, il faut revoir vos priorités ». J'en ai dit « Justement, mes priorités, elles sont claires ». Ils sont allés se plaindre à mon inspecteur qui, du coup, est revenu l'année d'après pour une raison tout autre, parce que j'avais validé la grègue, et qui m'a descendu, qui ne m'a pas monté ma note pédagogique. Donc, je me suis fait sanctionner par l'institution parce que j'avais refusé de travailler gratuitement. Et ça, c'est le genre de récompense que tu peux avoir. Si jamais tu fais bien tout ce qu'on te demande, toi, demande-toi dans ton fort intérieur, là, à ce moment-là, est-ce que c'est vraiment le genre de récompense que tu as envie d'avoir? D'accord? Donc, la réalité, c'est que l'institution récompense les bons élèves en leur demandant plus de travail. Autre exemple beaucoup plus rapide, la correction du bac. Si tu fais bien ta correction du bac parce que tu montres que tu fais bien ce qu'on te demande, etc., qu'est-ce que tu vas avoir? On va te proposer d'être chef de centre, secrétaire et donc de mettre des jours de tes vacances en plus pour l'organisation des examens. Si au contraire tu fais ça pas bien, tu ne seras plus convoqué. Voilà, donc faire bien les choses ne t'apporte pas forcément des belles conséquences. Alors avec tout ça, j'espère que je t'ai convaincu que le syndrome du bon élève, c'est une impasse et que pour t'épanouir dans l'éducation, dans l'enseignement, tu n'as pas le choix. Il va falloir le déconstruire, ce syndrome du bon élève. Donc, je vais te donner un petit peu là les étapes sur comment déconstruire ce syndrome du bon élève pour s'épanouir dans l'enseignement. Première étape, c'est ce que j'essaye de te faire là dans ce podcast, c'est le réaliser. Ok, j'ai un problème, je suis atteint du syndrome du bon élève. Et c'est le moment de faire un bilan sans concession. Est-ce que par exemple, je fais des gestes qui n'aident pas mes élèves, mais qui m'aident à me sentir bien professionnelle des fois, on appelle ça la conscience professionnelle, le syndrome du bon élève. Par exemple, est-ce que je vais retarder mon coucher d'une heure pour finir de corriger mes copies? Si la réponse est oui, peut-être qu'il y a un syndrome du bon élève derrière parce que tes élèves, ils ont beaucoup plus besoin d'un enseignant qui a dormi, c'est ça, la décision qui est bonne pour tes élèves, plutôt que d'avoir leur copie. Et donc, si tu fais ça, c'est pour te sentir bien par rapport à ton côté bon élève. J'ai d'autres exemples comme ça. N'hésite pas à aller voir le quiz qui se trouve dans les notes de l'émission pour justement voir où t'en es, toi, par rapport à ton syndrome du bon élève. Est-ce que ce ne serait pas le temps de faire quelque chose de manière urgente? Une fois que tu as décidé ça, que tu as vu que tu avais ce problème-là, décide de changer les choses. Il va falloir poser une décision. La décision que je conseille, c'est de mettre ses élèves dans la boussole. On récupère sa boussole intérieure. D'accord? Et on décide de faire ce qui est bon pour les élèves. Et donc ça, je t'offre un mantra qui est quelque chose que tu peux te répéter quand tu sens que tu es en train de devenir ce bon élève. Je suis un professionnel compétent. Je suis une professionnelle compétente. C'est moi, l'expert de mon terrain. Et en tant qu'expert de ton terrain, c'est moi qui sais mieux que les 11 ce qui est bien pour moi, ce qui est bien pour mes élèves, puisque souvent c'est aligné.
Donc ça, c'est récupérer sa boussole intérieure. Et tu vas voir qu'en récupérant ta boussole intérieure, tu vas construire ton assertivité. L'assertivité, c'est le pouvoir de dire oui et le pouvoir de dire non. Quand tu dis oui à tout, ton oui n'est pas un vrai oui. Puisque comme tu ne peux pas tout assurer, du coup, tu te sens débordé, tu ne fais pas bien les choses et en fait, tu dis oui à des gens, mais tu ne livres pas derrière. Alors que quand tu es assertif, ton oui est un oui, ton non est un non. C'est ça, l'assertivité. Ce qu'il faut que tu vois, c'est que ça va être long. Si tu penses que la semaine prochaine, tu vas te débarrasser de ton syndrome du bon élève, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. D'accord? Cet syndrome du bon élève, il se construit pendant des années, au minimum 25 ans. Donc, tu as des automatismes et des croyances qui sont très, très, très implantées. Donc, la déconstruction, elle se compte en années. Personnellement, tu vois, chez Dis-moi, j'ai commencé à déconstruire en 2015, donc ça fait 10 ans. Et en plus, j'étais quand même pas mal protégée de ce syndrome du bon élève parce que dans la façon dont j'ai été éduquée et aussi dans un caractère assez assertif, on va dire, pour pas dire rebelle, ça m'avait protégée. Et encore maintenant, malgré toutes ces protections, je vois encore régulièrement des moments où je me vois, où je réalise que je réagis comme une bonne élève. Donc, ça va être long, ça va être très long et c'est OK. D'accord? Ce qui compte, c'est pas qu'il soit déconstruit entièrement. On peut avancer du moment qu'on commence à le déconstruire, etc. Donc, ce qui compte, c'est d'avancer. Est-ce que mon syndrome du bon élève, je suis en train de le soigner ou est-ce que mon syndrome du bon élève, je suis plutôt en train de tomber dedans à 1000 à l'heure, quoi. Ça, c'est ça qui compte et pas forcément d'aller jusqu'au bout. Ce qui compte, c'est le chemin. Dernière étape et hyper, hyper importante, ne pas s'isoler. Parler beaucoup avec des profs qui sont en train ou qui ont déconstruit ce syndrome, d'accord? L'idée, c'est de remplir ton cerveau par des histoires et des conseils de gens qui te considèrent comme une professionnelle compétente ou un professionnel compétent. Le principe de base du syndrome du bon élève, c'est de récupérer. C'est moi l'expert de mon terrain. Si tu ne parles que à des gens qui considèrent que c'est eux qui savent mieux que toi, ça va être difficile de faire ce changement. Donc, entoure-toi de gens qui sont persuadés que c'est toi qui sais, c'est toi l'expert. Tu es compétent, tu es compétente, quoi. Et des gens qui te le disent. Par exemple, tu peux continuer à écouter ce podcast parce que moi, je te le dis, j'en suis persuadée, tu es un ou une professionnelle compétente et tu connais ton contexte mieux que tout le monde. C'est toi l'expert de ton contexte. D'accord? Et tu verras qu'en t'alimentant comme ça avec des conseils et avec des gens qui ont cette même vision, petit à petit, tes schémas de pensée vont évoluer. Et tu pourras de plus en plus poser des actions non plus en tant que bon élève qui fait bien ce qu'on lui demande, mais comme une ou un professionnel compétente. Si cet épisode t'a aidé à réfléchir et à cheminer vers un avenir professionnel plus épanoui, tu peux m'aider à faire ça encore plus en t'abonnant au podcast et en le partageant à certains de tes collègues qui peut-être ont un petit problème de syndrome du bon élève.